Bonjour à vous et bienvenue sur ce deuxième live du MOOC Agroécologie. Je suis Mathieu Gremillet, étudiant ici en deuxième année d'école d'ingénieur à Supagro. Et donc je participe à ce MOOC en tant qu'élève mais aussi en tant que futur ingénieur en ayant la volonté de découvrir de nouvelles méthodes d'agriculture alternative. Je vais animer ce live avec ma collègue Natou Mamoulashvili ici présente. Merci, Mathieu. Hello, everybody, and welcome to our second live session of MOOC Agroecology. As Mathieu said, I'm Nato, exchange student from Georgia, currently studying with Mathieu course of agroecology, and I'm here for studying wine and viticulture, but of course agroecology is relatively related to my field as well, and this is why it is interesting for me to study it. And today we have interesting guests. Elena Kazako, professor in ecology in Montpellier Supagro University, and another professor is Antoine Gardaran, a professor in agronomy, also teaching in Montpellier Supagro University. So welcome to our live session. Thank you very much. Thank you everybody to be here and watch this MOOC with us. Merci à tous pour votre participation et vos questions très intéressantes. On est ravis de répondre à ces questions aujourd'hui. Du coup, le live précédent il portait sur le thème de l'émergence de l'agroécologie et de ses différentes définitions. Et aujourd'hui, nous allons parler des différentes approches de l'agroécologie. Donc, pour ceux qui ne parlent pas anglais, je vais représenter nos deux intervenants. Donc, Elena Kazakou, écologue et enseignante à Montpellier Supagro, ainsi qu'Antoine Gardarin, qui est en visioconférence depuis Paris, qui est un agronome et qui est enseignant à AgroParisTech. Donc, n'hésitez pas à interagir sur Twitter en utilisant le MOOC Agroécologie, le hashtag MOOC Agroécologie ou sur le forum du MOOC Agroécologie. The previous live session concerned the emergence of agroecology and its various definitions, and today we're going to talk about different approaches in agroecology. And we invite you to help us proceed this live, and do not hesitate to participate and ask questions on Twitter or with the hashtag MOOCAE or through the forum of MOOC. So please ask questions. Donc nous allons commencer maintenant à poser des questions à nos intervenants. Donc la première question nous vient d'un internaute du nom de Stenkov et qui pose la question aux deux intervenants, donc Antoine et Elena. Et donc cette question, il la pose il demande où en est la transversalité des sciences entre les sciences agronomiques, biotechnologiques, sociales. Et elle va rejoindre notre première question. Donc, quelle est la vision de l'agroécologie d'un point de vue d'un agronomiste et d'une écologue ? Donc, c'est une question qui est vraiment dans le cœur de ce qu'on va appeler l'agroécologique, parce que l'agroécologie, comme vous avez pu constater parmi les différentes interventions, c'est une discipline, c'est pas qu'une discipline, c'est une approche pluridisciplinaire. Donc, je vais peut-être prendre le point de vue d'un écologue et pour vous dire que depuis longtemps, les deux disciplines, l'agronomie et l'écologie, c'était des disciplines qui marchaient un peu en parallèle. On n'avait pas vraiment de dialogue entre les agronomes et les écologues. L'émergence de l'agroécologie, qui est définie comme l'application des approches et des méthodes écologiques dans des systèmes agricoles, a beaucoup aidé et a facilité l'approche de ces disciplines. Les scientifiques qui sont spécialistes de ces disciplines, avec de mise en place des expérimentations dans les systèmes agronomiques, avec des questions qui étaient fondamentales en écologie, qui étaient plus vraiment des questions qui appliquaient dans les systèmes naturels, avec des questions théoriques, a donné l'occasion aux écologues d'appliquer ces questions, ces approches dans des systèmes appliqués, avec vraiment des questions derrière sur les agriculteurs, quels vont être les effets sur les rendements,
Donc, du point de vue d'écologue, c'est vraiment l'application de toutes les théories, de toutes les approches qu'on teste parfois dans les conditions contrôlées ou dans les conditions naturelles. Et ça nous donne vraiment des défis assez intéressants en prenant en compte vraiment les contraintes qu'on va avoir en termes de production agricole. Je ne sais pas si Antoine veut ajouter aussi son point de vue. Ouais. Alors je vais peut-être parler, je suis peut-être le représentant des agronomes, mais je ne suis pas forcément le plus agronome des agronomes, puisque voilà, j'ai une fibre importante pour l'écologie. En termes de vision, pour moi, voilà, l'agroécologie, enfin, dans ma manière de pratiquer l'agroécologie, je la vois plus, même si c'est, voilà, il y a plein d'approches, dans la manière dont je la pratique, voilà, ça va être la science qui va nous permettre de faire les meilleurs choix pour avoir une agriculture qui à la fois satisfasse notre souveraineté alimentaire, notre santé, mais qui aussi une forme d'agriculture qui nous permette de restaurer toute la biodiversité qu'on a perdue ces 50 dernières années, et tout en aussi contribuant par exemple à atténuer le changement climatique, à trouver des formes d'organisation dans les territoires, dans les paysages, à l'échelle du système alimentaire, qui vont reconnecter un peu tous les acteurs et par exemple rétablir un lien qui était fortement distendu entre les agriculteurs, les paysans d'une part, et puis les citoyens d'autre part. Je pense que voilà, l'agroécologie, elle nous encourage vraiment à revoir complètement la manière de faire de l'agriculture. Autant l'agronomie a été beaucoup dans l'évaluation des impacts de l'agriculture sur la biodiversité. Pour moi, il y a tellement d'enjeux importants sur la biodiversité, par exemple, sur le changement climatique ou sur autre chose, qu'on doit mettre aussi ces enjeux-là au premier plan dès le départ, concevoir des systèmes agricoles qui restaurent la biodiversité, qui contribuent à atténuer le changement climatique, et évaluer leurs impacts, mais tous ces impacts en même temps, et pas favoriser le rendement, et secondairement, en évaluant d'autres impacts d'un côté. Donc je pense que l'agroécologie, ça remet, non seulement ça nous place à repenser quels enjeux on met en priorité, et puis avec quels leviers, et voilà, et dans les leviers où il y a largement un potentiel qui était négligé jusqu'à maintenant, c'est tout ce qui concerne les régulations biologiques, valoriser le fonctionnement naturel des écosystèmes sur la base des connaissances de l'écologie. Et donc pour répondre en même temps à la question de Stankov, je pense que depuis 10 ans, alors c'est peut-être de mon point de vue, mais il y a eu des... par exemple à l'INRA, il y a eu des rapprochements entre écologie et agronomie. On peut considérer que c'est pas assez, qu'il y a encore à faire, mais je pense que les rapprochements écologie-agronomie, il a eu lieu, il y en a, on peut peut-être faire mieux, mais ça existe. Rapprochement sciences sociales et agronomie, ça existe depuis longtemps aussi. On peut considérer que c'est insuffisant, mais il y en a aussi. À l'inverse, par exemple, tout ce qui concerne les sciences biologiques, j'ai l'impression qu'elles sont toujours assez écartées de l'agronomie, des sciences sociales ou de l'écologie. J'ai l'impression qu'elles sont un peu trop à l'écart et que finalement le lien, il est peut-être insuffisant et le risque c'est que il y a certains scientifiques qui ne se préoccupent pas des enjeux de l'agroécologie dans leur manière de travailler en biologie. Donc merci à vous deux pour ces réponses. Je vais donc passer maintenant à la deuxième question, toujours en français. Une question qui est posée à Elena Kazakou. Donc pouvez-vous détailler quels sont les services écosystémiques ? Donc, si on veut donner une définition de service écosystémique, la définition officielle qu'on peut donner, ce sont tous les bénéfices, les nombreux bénéfices du bien-être de la société jusqu'aux retombées économiques que les écosystèmes apportent à l'humanité. Ces termes-là a été émergé par les Millennium Ecosystem Assessment en 2005. Et donc, c'était après les constats qu'on a une dégradation de biodiversité. On s'est rendu compte qu'il y a eu 60% des espèces qui étaient en perte de leur abondance ou de leur nombre, de leur perte. Et donc, on s'est rendu compte que les préservations et le bon état d'un écosystème va garantir la qualité des services qu'un écosystème va fournir. Donc, si on regarde cette définition officielle par les Millennium Assessment, Ecosystem Assessment, on va voir qu'il y a 4 catégories de services qu'on peut distinguer. Ce sont les services d'approvisionnement d'un écosystème. Donc là-dedans, on va trouver tout ce qui est la nourriture, les bois, les ressources génétiques. Ensuite, on a les services de régulation d'un écosystème, donc tout ce qui est le climat, la qualité des eaux, de l'air, la protection, par exemple, contre les inondations. On a les services aussi culturels, qui est tout ce qui est lié au bien-être humain, les activités qu'on peut avoir dans un écosystème, et aussi la spiritualité. Et enfin, c'est les services de support, qui sont tout ce qui est autour du cycle d'eau, les ravagères, le système de photosynthèse. Voilà, donc là, pour donner une définition
Donc je vous invite, si ça vous intéresse un peu plus sur cette notion de service, vous pouvez directement trouver sur Google les rapports de Millennium Ecosystem Assessment. Et il y a pas mal de documents aussi qui sortent selon les services écosystémiques de différents types d'organismes qu'on peut trouver. Notamment, par exemple, les adventistes, on a vu dans certains cours, et il y a beaucoup de choses qui sortent aussi sur ce thème-là. So thank you very much for your answer. And the next question is actually continuation of previous question. So what can you please more specify what is the difference between support and regulation services in ecosystem services? So the support services, we can also name them provisioning services. Mm-hmm. So as I said previously in French, so the services that an ecosystem can provide in terms of material or energy outputs. So they can include the food, the water, other resources that can be provided for human consumption. So some example for food, for example, it can be everything that the conditions for growing of food. So can be these conditions can be principally for managed agroecosystems, marine and freshwater also ecosystem. We cannot sometimes we forget them, but it's very important also, and we underestimate them. It can be also the medicinal resources that we can have from some types of ecosystems, and more precisely the traditional medicines. Mm-hmm. And the other type of services that are included in the question is the regulating services, that are the services that ecosystems provide as regulators. So for regulating the soil quality, the air quality, disease control, insect and pest control also. So some example of these services can be the local climate and air quality. Trees can provide these services. The carbon sequestration and storage, it's very important for the ecosystem equilibrium. So the moderation also of extreme events. More and more often we are faced in extreme events, so the ecosystems can provide some of these events. An example more of an ecology can be the coral reefs. That can also protect coastlines from storm damages. And also we can have some ecosystems that can provide waste water treatment. Some ecosystems in wetland can filter the pollution and have a regulation of the quality of the water. Thank you very much for such a detailed and explanation, because some people confuse these two definitions, so thank you very much. We'll continue with another question in French now. Du coup, une question pour Antoine Gardarin. Quelle est la différence entre la permaculture et l'agroécologie ? Effectivement, on peut se poser la question parce que justement, il y a beaucoup de similitudes. Dans les deux cas, la permaculture et l'agroécologie sont apparus un peu en réaction aux dégâts environnementaux et sociaux de la Révolution verte. Mais au départ, l'agroécologie s'est beaucoup développée dans les pays du Sud, tels que l'Amérique du Sud, alors que la permaculture, c'est la même réaction, mais plutôt dans des pays, entre guillemets, qu'on va considérer comme développés, les pays du Nord, avec des apports à la fois du Japon, de l'Australie, des États-Unis. Donc ça ne vient pas forcément des mêmes... les apports historiques ne se sont pas faits dans les mêmes régions du monde. Mon impression, c'est que l'agroécologie, elle est quand même plus centrée, le point de départ, c'est la production agricole. C'est le point de départ de l'agroécologie, même si après, il y a des emboîtements d'échelle qui fait que l'agroécologie, ça devient quelque chose de très large. Dans la permaculture, on a aussi cet emboîtement d'échelle, mais je pense que dès le départ, c'était déjà plus large. La permaculture, elle réfléchit pas seulement à la manière de produire, mais elle réfléchit aussi à l'organisation de l'habitat, la gestion de l'énergie. C'est aussi une approche holistique, mais qui est peut-être encore un petit peu plus globale, qui dépasse largement l'agriculture et l'alimentation. En permaculture, le mot permaculture, ça vient de perm pour permanent, c'est l'idée de culture permanente. Donc en fait, la permaculture, plus que l'agroécologie, va fortement mettre l'accent sur tout le potentiel que peuvent avoir les cultures pérennes, plutôt que de faire des cultures annuelles, d'avoir un écosystème qui soit tout le temps pérenne, et en fait on va essayer de garder des plantes sur le long terme. Elle va plus mettre cet accent-là. La permaculture met peut-être aussi plus l'accent sur la gestion de l'eau, et plus aussi l'accent sur la configuration des différents éléments, sur la configuration spatiale
des différents éléments dans le paysage ou dans l'agroécosystème. Elle le fait plus que l'agroécologie, mais je pense que ça reste des nuances. On peut aussi voir quelques différences sur les applications. La permaculture, en termes d'application, elle est souvent mise en œuvre sur des petites surfaces. Et donc, dans la manière dont ça existe actuellement, c'est souvent voilà, sur les petites surfaces où il y a beaucoup de travail manuel. Donc, on voit bien les applications en maraîchage, par exemple, mais je ne vois pas très bien comment les principes de permaculture ne sont pas applicables en tant que tels sur des systèmes de grande culture. Même si, en fait, les principes, ils sont généraux et ils s'appliquent partout. Et enfin, peut-être une dernière différence, c'est que autant la science a investi l'agroécologie, autant la permaculture a été beaucoup plus laissée de côté. Il y a beaucoup moins de travaux scientifiques, il y a eu moins d'intérêt de la science sur la permaculture. Et la permaculture est finalement beaucoup plus portée par des citoyens, par des particuliers, par des associations, par des petits agriculteurs, et moins par des grands organismes scientifiques. Merci à vous pour cette réponse. Elena, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je pense qu'Adouane, il a vraiment pointé, si à retenir les deux grandes parties, points de différence entre ces deux-là, c'est vraiment l'applicabilité des permacultures dans les grandes surfaces pour des productions beaucoup plus importantes. Et l'application, la deuxième chose, c'est l'application un peu de partie scientifique sur la permaculture, qui est beaucoup moins importante qu'en agroécologie. Ok. Merci à vous. Donc, je vais donc maintenant laisser la parole à Natou pour une question en anglais. Yes, so thank you both of you for your answers. And our next question is for Antoine. So we talked about permaculture and agroecology in general. So our question is, what is the feasibility of these projects? Can we already embark on agroecological project, or we should still wait for some time? So agroecology is a very large and global project, so I think it's not easy to change everything at the same time. But still, we already have a lot of knowledge. We already know that many things can be done. For instance, at the field level by farmers, we already have a lot of knowledge, lots of information of what works in agroecology. And I think, yes, we can start to embark on agroecology, even if there are still uncertainties, even if many things need to be improved. We can start, we can do something. Because if we wait to have all the knowledge of everything, we will never do anything. So I think that there are so many crises that there is an urgent need to transform agriculture, and we can start from now on. Okay, thank you very much for your question. Would you like to ask add something? And I would like also to add that there are some systems, there are agroecosystems that are more easily the feasibility of agroecology. For example, in vineyards, we are seeing more and more agriculture to apply the cover crops or spontaneous vegetation to ensure also interactions between insects and Animals. Animals also. So it's something that it's quite we start having a lot of knowledge and very good results. Other systems are more complicated to apply, but I think that we are already an agroecological project. Yes, it's really happy to hear that. So we will move to another question with Mathieu. Oui, donc question en français pour nos deux intervenants. Donc, quelle est la situation de l'agroécologie en France et dans le monde? Donc, je dois tout d'abord passer la parole à Antoine Garderin. Alors, je vais peut-être juste donner une impression, au moins pour la France. Mon impression, c'est qu'en France, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui sont faites depuis 10 ans. Et donc la recherche, elle s'est effectivement, au moins à l'INRA, elle s'est emparée de l'agroécologie. Certes, à sa manière, hein, c'est une vision de l'agroécologie. Chaque chercheur fait l'agroécologie selon sa sensibilité, selon sa manière. Donc en fait, il y a une forte diversité de manières de le faire. Donc il y a eu ce mouvement-là. En parallèle, sur le plan politique, il y a eu à un certain temps une réelle vision en faveur de l'agroécologie. Donc en fait, il y a eu une synergie un peu entre les deux. Les travaux de la recherche contribuant un peu à légitimer certaines politiques publiques. Donc il s'est passé des choses à tel point que comme on parlait beaucoup d'agroécologie au plan politique ou en recherche en France, c'est vrai que la France, de l'étranger,
voilà, on pense, ça pouvait donner l'impression qu'en France, on faisait beaucoup d'agroécologie. Bon, effectivement, quand on y est dans le secteur de la recherche, on peut se rendre compte que finalement, tout le monde n'en fait pas, hein, et chacun le fait vraiment à sa manière. Et voilà, il y a d'autres approches qui ne vont pas forcément s'intéresser à l'agroécologie. Sur le plan du développement agricole, même s'il y a eu beaucoup d'incitations sur le plan politique, je pense qu'il reste encore beaucoup à faire. Et voilà, dans tous les organismes qui interagissent au jour le jour dans le conseil ou l'accompagnement des agriculteurs, tout le monde n'a pas revu la manière d'interagir avec les agriculteurs pour faciliter l'appropriation de l'agroécologie. Je pense que là, il reste largement de quoi faire. Et puis l'agroécologie, quoi qu'il en soit, indépendamment de tout ça, elle continue beaucoup d'être portée par beaucoup d'associations, de groupes de développement agricole, par des agriculteurs pionniers qui innovent, qui tentent plein de choses. Donc indépendamment, même si sur le plan politique, il y a des choses qui sont moins fortes qu'avant, ou s'il y a moins d'incitation, il y a quand même beaucoup d'acteurs qui continuent à porter l'agroécologie et je pense que c'est important de le mettre en avant. D'accord, merci à vous. Elena, vous voulez ajouter quelque chose sur ce sujet? Peut-être pour une vision un peu plus globale par rapport à l'application de l'agroécologie à l'échelle mondiale, on pourrait dire que aussi on peut voir des systèmes de cultures qui peuvent être caractérisés de systèmes de culture agroécologique avec des implications des approches de l'agroécologie, notamment tout ce qui est en Amérique du Sud où c'était vraiment là où l'émergence de l'agroécologie a eu lieu. Après, il y a d'autres pays qui commencent de plus en plus à adopter ces systèmes de culture, mais ce qui manque encore, c'est vraiment les lois qui vont aider à aller vers ces approches-là. Donc, j'en parle d'utilisation de produits phytosanitaires qui restent quand même assez importante dans l'agriculture conventionnelle en Europe. D'accord, merci à vous pour ces réponses. Donc une question suivante encore pour Antoine. Quelle différence entre agriculture intégrée et agroécologie? Pour moi, l'agriculture intégrée, c'est vraiment une production de la science agronomique des années 80 aux années 2000, ou du milieu des années 80 au milieu des années 2000. Je pense que l'agriculture intégrée, par exemple en termes de protection des cultures, c'est une combinaison d'une diversité de méthodes préventives et curatives, mais d'une diversité de méthodes qui vont permettre de gérer les bioagresseurs sur le long terme et qui vont permettre d'être beaucoup moins dépendants des pesticides. Donc c'est vraiment c'est des résultats qui ont été produits par l'agronomie, de la très bonne agronomie, et c'est une très bonne base pour l'agroécologie. Avec l'agriculture intégrée, on peut montrer, et on sait depuis au moins 10 ans, que on peut au moins en grande culture réduire de 50% l'usage de produits phytosanitaires avec des pertes très négligeables sur le rendement. Et ça, c'était très bien démontré ces dernières décennies. Et je pense que c'est une très bonne base pour l'agroécologie. Autant l'agriculture intégrée, dans tous les leviers qui permettaient de gérer les bioagresseurs, on valorisait des leviers agronomiques, le choix de la variété, la date de semis, la densité de semis, le travail du sol. En agroécologie, l'idée c'est d'aller plus loin et de faire autrement, plus et mieux. C'est-à-dire qu'en agroécologie, on vise pas seulement, en agriculture intégrée, on ne s'interdit pas les pesticides. En agroécologie, globalement, dans la vision de la plupart des personnes, l'idée c'est de viser le zéro pesticide à long terme. C'est de faire encore moins que ce qu'on sait déjà faire, même si en pratique, ce n'est pas encore mis en œuvre aujourd'hui. L'agroécologie, on vise beaucoup moins, on a des objectifs plus ambitieux, pas seulement de réduire l'usage de pesticides, mais en termes d'autonomie, de biodiversité, on va viser des critères plus larges d'évaluation de l'agriculture. Et puis l'agroécologie, on va valoriser des leviers supplémentaires. En agriculture intégrée, on sait que le travail du sol, ça permet de faire beaucoup de choses, mais maintenant on le remet en cause. En agroécologie, on va valoriser des leviers qui mettent beaucoup plus en avant la biodiversité, des régulations biologiques, des couvertures du sol par exemple, qui vont valoriser les auxiliaires présents dans les cultures. Donc on va beaucoup plus valoriser le vivant, alors qu'en agriculture intégrée, c'était plus des leviers physiques, des leviers mécaniques, des leviers vraiment liés à l'agronomie. Donc je pense que l'agriculture intégrée, c'est une très bonne base de l'agronomie qui sert à l'agroécologie. Et juste, il y avait une deuxième question qui était associée. Comme il n'y a pas de cahier des charges vraiment afférent à l'agriculture intégrée, et pareil comme pour l'agroécologie, il n'y a pas de définition vraiment précise, donc en fait c'est difficile de savoir qui actuellement pratique en France, par exemple, de l'agriculture intégrée ou de l'agroécologie. Comme ça, à vue d'œil, je dirais que ça reste marginal. Il y a peut-être à peu près autant d'agriculteurs qui sont en agriculture intégrée que de biologiques.
Voilà, c'est une impression générale, hein, c'est quelques pourcents, quelques dizaines de pourcents au maximum. Et l'agroécologie, je pense que voilà, pour le coup, c'est très marginal, c'est très faible, puisque ça va encore plus loin. Donc c'est quelques agriculteurs pionniers qui, pour moi, pourraient être considérés dans l'agroécologie, même si c'est pas évident de dire qui fait de l'agroécologie, qui n'en fait pas, parce que voilà, les définitions sont assez floues. D'accord, merci pour ces réponses. Elena, vous voulez ajouter quelque chose à ce qu'a dit Antoine ou... Non. Non, je suis tout à fait d'accord. Si on avait à schématiser tout ça, là, ça serait l'agroécologie, une grande bulle. On aurait l'agriculture intégrée, mais pour qu'elle fasse partie de l'agroécologie, il faut intégrer pas seulement toutes les approches agronomiques, les systèmes de culture, l'itinéraire technique, mais tout ce qui est les interactions écologiques à l'échelle d'écosystèmes. Donc tous les deux, si c'est ensemble, ils peuvent former, et avec la partie bien sûr sociale qui va faire à l'agroécologie, mais ça manque cette partie-là plutôt dans l'agriculture intégrée. D'accord, merci à vous pour ces réponses. Une dernière question qui va faire un peu office d'ouverture. Elle nous vient d'un internaute de Stenkov qui nous pose la question: ne pensez-vous pas que les générations Y et Z, avec leur code et vision du monde ultra connecté, pourront apporter une contribution plus rapide dans le nouveau positionnement de la recherche et la mise en pratique de l'agroécologie? Donc je vous la pose à tous les deux. Elena, vous voulez commencer à y répondre? Moi, je pense, j'ai beaucoup d'espoir pour cette nouvelle génération parce qu'un des leviers on n'en a pas beaucoup parlé dans les MOOC, mais je pense qu'on va les faire dans les années à venir, c'est la place de l'agriculture numérique, tout ce qui est biocontrôle, tout ce qui est la lutte vraiment avec des outils numériques pour limiter et à réduire complètement les produits phytosanitaires vont venir de l'agriculture numérique. Et donc, être connecté, savoir être à l'aise avec tous ces outils, ça va être vraiment le premier pas. Et à différentes échelles, ça peut être à des échelles spatiales très différentes, à l'échelle vraiment de la plante avec l'utilisation de satellites. Donc vraiment être à l'aise, être connecté, pour moi c'est vraiment les futurs après une grande partie ouverture de l'agroécologie. Et on a pas mal d'exemples de produits, de robots, de petits ordinateurs, de petits téléphones connectés qui guident et qui pilotent la gestion des agroécosystèmes. Donc oui, je suis tout à fait... et j'ai tout l'espoir pour ces générations-là, pour la suite. Je ne sais pas si Antoine peut ajouter des choses. Je suis peut-être un peu plus sceptique. T'as pas les chapitres connectés? Je suis pas convaincu, je sais pas. Je suis pas convaincu qu'il faille être ultra connecté pour faire de l'agroécologie. Ça peut tout à fait y contribuer. Mais pour moi, dans l'agroécologie, c'est aussi important d'avoir un lien avec l'observation de la nature. Je pense qu'on ne peut protéger la biodiversité ou s'en soucier que si on l'aime, que si on l'apprécie, que si on sait l'observer, que si on a un lien sentimental avec. Et donc, c'est pas automatique que de regarder, de prendre ses décisions uniquement avec des outils. Pour moi, ça peut aussi encore plus dissocier le preneur de décision de ce qui se passe dans le champ. Donc en fait, c'est pas automatique, mais ça peut y contribuer. Et je pense qu'il faut être vigilant parce qu'en fait, là, on se pose plus la question du moyen. Donc pour moi, l'agriculture numérique, c'est un moyen, c'est un outil, mais tout dépend du projet qu'on a derrière. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Actuellement, quand on parle d'agriculture numérique, c'est souvent pour optimiser des pratiques actuelles, c'est pour optimiser l'épandage d'engrais, c'est pour optimiser des traitements, sans forcément remettre tout en cause dès le départ. Donc finalement, moi je me pose plutôt la question, qu'est-ce qu'on veut faire de ce monde ultra connecté, qu'est-ce qu'on veut faire de tous ces outils liés au numérique? Tout dépend du projet qu'on a derrière. Ça peut y contribuer, mais si c'est juste fait pour améliorer à la marge ce qu'on fait déjà et être plus efficient sur de plus grandes surfaces, je ne suis pas persuadé que ça contribue au développement de l'agroécologie. Ouais, je ne suis pas tout à fait d'accord, hein. Ça n'arrive pas souvent, ça, Antoine, mais là, on a des exemples vraiment de l'application de l'agriculture numérique pour les biocontrôles, par exemple. Pour les biocontrôles. Donc, c'est vraiment un arrêt d'utilisation de produits phytosanitaires pour vraiment arriver à mieux piloter la lutte comme les biocontrôles, où on peut voir pour les désherbages des robots pour la lutte mécanique. Donc, je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis sur connaître quand même ton système, connaître les interactions écologiques, mais ça peut quand même contribuer de façon... il y a beaucoup de recherches devant, mais ça peut quand même contribuer de façon assez importante.
pour pas seulement réduire et mieux gérer, mais limiter et arrêter l'utilisation de produits, je pense. Il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir. On nous a aussi demandé de donner notre avis puisqu'on fait partie de la génération Y et Z. Donc, rapidement, on va juste donner notre point de vue sur cette question. Pour moi, je pense que même si on a beaucoup d'informations à disposition, on va avoir beaucoup de mal à s'y retrouver, à faire le vrai du faux. Et aussi, j'ai beaucoup l'impression que mettre en place ces nouvelles techniques, c'est fortement conditionné à des leviers politiques et aussi tout ce qui est, toute l'administration derrière qui va soit nous inciter à produire ce type d'agriculture ou ne pas produire en fonction des politiques au pouvoir. Et donc, je ne sais pas si on va pouvoir le faire plus rapidement ou pas. Ça dépendra aussi de l'incitation politique au plus haut niveau, en tout cas de mon point de vue. Je suis désolée je vais répondre en anglais. So I think that for new generation, it's easier to do all those agroecological practices which the elder generation started, because we already have this knowledge, and for us it's even easier and it's faster because of all those new technologies which our professors talked about, drones or robotics, and we should use it all for just better to practice agroecology even better and in larger scales. Donc ce MOOC est terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sur le forum du MOOC. Je voudrais aussi remercier nos deux intervenants pour leurs réponses claires et concises. Et quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le vendredi 15 mars à 13h pour le prochain live du MOOC Agroécologie. Merci à vous. So thank you very much, everybody, for your attention. Our live session has come to an end. We say special thanks to our guests for such an interesting conversation and their ideas. So thank you very much, and please don't hesitate to ask further questions in the MOOC forum or in social networks. So thank you again, and we inform you that the next live session is on 15th of March at 1 p.m. So see you a bit later. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est bon? On respire.